suis Bernard Séguin-Poirier. Mon nom d'artiste est Séguin-Poirier et je suis peintre émailleur. J'achète des nuages usagés mais bons. J'entasse au hasard masquer le plafond. Moi, je suis un peu privilégié parce que j'ai eu quand même la chance de vivre dans un milieu artistique. Mes parents étaient des orfèvres. Cet art qui est de travailler les métaux précieux, les pierres précieuses. En fait, ils travaillaient pour le clergé. Ils faisaient des pièces d'orfèvrerie, style calice, ciboire, tabernacle, là, et je le dis en toute... Et puis, alors j'ai été toute mon enfance dans un milieu où je dessinais beaucoup, jusqu'au moment où je suis arrivé à une certaine adolescence avancée, là, parce que j'étais rendu à l'âge de 17 ans. J'ai décidé de mon propre chef de quitter et de me faire une formation en Europe. À l'époque, ça fait quand même 47 ans que je suis en carrière, à l'époque, il y avait pas tellement grand-chose à Montréal. Il y avait l'école du meuble, il y avait quelques cours qui se donnaient, le cégep n'existait pas. Et quand on voulait fonctionner, avancer en art, il fallait pratiquement faire ça de notre propre initiative. Et je suis allé passer 3 ans en Europe à me promener à travers tous les grands musées, les grandes écoles, les ateliers, et surtout les ateliers d'artistes. Et c'est là que j'ai découvert, dans la grande région de Limoges, tout à fait par hasard, parce que je devais ramasser un peu de sous. Et j'ai fait à ce moment-là, pour survivre, et j'ai fait à ce moment-là application pour un travail de concierge ou surintendant dans un atelier d'émaillerie qui est la grande famille Fauré qui fait la célèbre vaisselle porcelaine de Limoges depuis des siècles. Et en faisant le ménage la nuit, c'était un travail de 7 heures. J'ai coupé, j'arrivais à faire tout mon travail en 2 heures et je voyais de vieux artistes travailler toute la nuit et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers perfectionnements dans mon métier d'émailleur. Alors, j'ai joint ça à la peinture, je me suis perfectionné, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et lorsque je suis revenu au Québec, afin de gagner ma vie, comme je connaissais bien cette discipline, bien, je l'ai mis en pratique et ça a été, en partant, fulgurant, ça a fonctionné et j'ai toujours vécu, finalement, de mon art depuis 47 ans. Bien, l'art de l'émaillage des métaux, parce qu'on travaille avec des métaux, mais l'émail comme tel, c'est des silices. C'est, je vais vulgariser, c'est un peu les cristaux transparents qu'on retrouve dans le sable, qu'on fait fondre à haute température. Et une fois que c'est fondu, il y a tout un processus chimique où par électrolyse, on fait des ajouts de minéraux. Et exemple, le cobalt qui va teindre le liquide, le vert transparent en bleu, magnésium en vert, l'or, les rouges et les jaunes, et ainsi de suite. Et lorsqu'on a atteint la couleur désirée, on fait ensuite refroidir, ça devient des blocs de verre. Ces blocs de verre sont broyés, mis en poussière, et c'est avec cette poussière-là qu'on travaille sur des métaux. Ça peut être du cuivre, de l'aluminium, de l'or, de l'argent, mais en fonction, disons, des coûts des métaux. Et surtout, moi, je travaille sur des grandes superficies, alors c'était préférable le beau métal noble qui est le cuivre. Ce
que j'ai apporté finalement à cet art-là sur le plan, on peut dire, international, c'est que dans la région de Limoges, on travaille surtout sur de la vaisselle, on travaille sur des bijoux, on travaille sur à l'époque, des reliquaires. Et c'est un art qui, depuis plus de 2000 ans, existe en Chine, depuis plus de 700-800 ans en Europe. Et on a même découvert que les Égyptiens, dans les grottes, il y avait certaines couleurs de bleu, de rouge, qu'ils pratiquaient cet art-là parce que, dans le fond, ils allaient chercher ça dans des minéraux naturels et ils trouvaient, par exemple, un zison très, très bleu et puis ils l'utilisaient, puis ils le faisaient fondre et puis ils appliquaient ça sur leur dessin et c'était de l'émail, finalement. Alors, cet art-là, c'est un vieil art, finalement, pour faire un jeu de mots. Et moi, ce que j'ai apporté, c'est quand je suis revenu au Québec, j'étais choyé à cause, de l'économie d'énergie. À cette époque-là, on ne la comptabilisait pas du tout. Aussi choyé par les matériaux de base, comme par exemple le cuivre, qui, comparativement en Europe, était vraiment à prix modique. Et je me suis dit, pourquoi je ne continue pas mon métier de peintre et que je fasse tout simplement pas ma peinture en utilisant l'émail sur des grandes superficies. Et c'est comme ça que j'ai développé le médium de façon telle qu'aujourd'hui, dans mes fours, je cuis des œuvres qui atteignent 8 pieds par 4 pieds ou 1 mètre par 3 mètres dans une seule tuile. Alors, ça m'a apporté un passeport vraiment extraordinaire parce que comme j'intègre beaucoup mes œuvres à l'architecture, j'intègre des œuvres dans le monde entier à l'heure actuelle. Bien, ça a commencé, moi, depuis les débuts, souvent les gens me disent, mais comment il fait? On m'a donné plein d'étiquettes. Hein? Ah, c'est un homme d'affaires. Ah, il est bon en marketing. Ah, il est bon ici, ça. Et souvent, les plus méchants diront pas que tu es bon en art. Ils vont juste dire que tu es bon dans telle catégorie. Bon. Moi, je suis heureux d'être un peu complet dans ma façon de faire les choses et de développer sur le plan marketing des façons de me faire connaître. Je suis heureux aussi pourquoi pas, un artiste a le droit de faire 2 + 2 font 4, là. Les plus grands artistes professionnels dans le monde, les plus connus souvent étaient des richissimes artistes. Si on prend Pablo Picasso, Salvador Dali, tu sais, tout ça, ils savaient compter ces gars-là. À la preuve, comment ils ont ramassé des fortunes inestimables, là. Mais moi, je me suis dit, je vais créer, je vais aller chercher, je vais aller rencontrer le public parce que si je crée des œuvres, je reste chez nous, puis je dis, ah, vous comprenez rien à ce que je fais, puis je les éloigne, puis je leur fais peur, je ne me ferai pas connaître. Puis pour moi, c'est important de me faire connaître auprès des gens, de dire, regardez ce que je fais. Je suis seul dans mon atelier, je produis des œuvres, mais quand c'est fini, oh là, venez voir. Et j'aime montrer ce que je fais. Alors, j'ai créé beaucoup d'événements autour de mes œuvres et j'ai même développé dans tout mon contexte d'atelier des soirées gastronomiques où j'invitais des groupes de gens, de professionnels, des familles à venir en atelier voir la réalisation sous forme de performance d'une petite œuvre. Puis répondre à toutes leurs questions sur la technique, mais aussi leurs questions sur l'art. Et souvent, c'est tabou, les gens ont peur, l'artiste va nous niaiser ou il va penser qu'on ne s'y connaît pas, puis on va avoir de l'air fou, tu sais, tout ça. Mais l'atmosphère qui est créée fait en sorte que les gens s'ouvrent et puis ils posent même des questions des fois qui peuvent leur sembler insipides. Je leur dis, mon doux, c'est intéressant ce que vous me demandez. Et puis, ça tourne autour de la fête. Et les gens, bien, à ce moment-là, bien, on les sensibilise à ce qu'on fait.
Et c'est comme ça que j'ai démarré, après quelques années, la chapelle émaillée ici. J'appelle ça chapelle émaillée parce que c'est comme ma chapelle à moi, c'est mon milieu. Ça n'a rien de religieux, même s'il y a des scènes religieuses. C'est le thème, simplement, qui va chercher des scènes religieuses parce que ça raconte l'histoire du Québec à travers de la fête. En fait, j'ai fait figurer 167 symboles de fête sur les murs. Et je reçois mes gens. Mais je peux dire que ça fait plus de 25 ans que je reçois des gens dans mes ateliers, dans ma chapelle et dans la maison historique aussi. Et on était rendu, il y a quelques semaines, à 79 000 personnes qui sont venues manger autour d'une table, boire, fêter et voir le travail que je fais. Alors, ça multiplie le nombre de gens qui me connaissent. Et puis, voilà. Je lisais une phrase de Félix Leclerc dernièrement qui disait... L'artiste, ça lui prend du talent, mais ça prend plus de courage que du talent. Puis moi, j'ai dit, il a donc raison. C'est vrai que ça demande du courage parce que c'est pas toujours jojo aller rencontrer les gens et te vendre. C'est quelque chose que tu développes avec le temps. Il y a des bouts où tu te lèves, tu dis, il faut que j'aille rencontrer des gens, je veux rien savoir. C'est quelqu'un, à un moment donné, qui n'est pas réceptif. Mais si tu prends ton courage à deux mains, tu les rencontres, bien, tu es toujours... Des fois, tu te dis, mon Dieu, je suis surpris, j'ai rencontré la plus extraordinaire personne. Mais elle avait de l'air bête parce qu'elle avait peur de moi. Comme moi, j'avais peur d'elle. Et finalement, le lien s'est fait. Il ne faut jamais oublier que l'art, c'est une façon, pour moi en tout cas, d'échanger, de parler, de communiquer. Alors, si je prends mon art, puis j'arrive à communiquer avec les gens et puis que les gens rentrent dans mon œuvre grâce à ces rencontres-là et ce que je leur fais voir, bien, c'est génial. Vraiment, mon idole, c'est Gaudi. C'est l'architecte espagnol qui a construit la Sagrada Familia. Parce que Gaudi était un homme qui travaillait avec les ouvriers, avec le peuple et avec des matières qu'il allait chercher dans les grandes usines qui étaient mises aux poubelles. Et puis, il était tellement créatif. Et moi, il m'a toujours inspiré, cet homme-là. Oui, il y a deux personnes qui m'ont impressionné beaucoup à leur rencontre, puis vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Un, il y a l'artiste Jordi Bonnet, l'artiste espagnol qui était québécois et qui a fait la grande murale du Théâtre de Québec, « Vous n'êtes pas tanné de mourir, bande de caves », qui est écrit par Péloquin dans la murale, puis ça a fait un scandale. Cet artiste m'avait dit, il y a quelques années, parce que j'avais fait une immense murale, il dit « Continue. Quand tu vas créer Grand Bernard, les gens vont s'enfarger dans ton art. » Et j'adorais cet artiste-là, et à chaque fois que je le rencontrais, il était une inspiration de courage pour moi. Puis l'autre personnage que j'ai rencontré dans ma vie puis qui m'a vraiment marqué, mais ça a été à peine quelques minutes, c'est aussi incroyable, ça puisse être, c'est Jean-Paul II, qui était tellement artiste lui-même et qui était tellement inspirant. Cet homme-là, en 4-5 minutes, m'a fait fonctionner pendant plusieurs années. Dur de s'aimer, passer. J'ai commencé très jeune à aimer la vie, à aimer des choses comme l'amour, les enfants, la musique, la nature, et de peindre ça. Et à travers les années, tu as toujours des tendances sous prétexte d'être moderne, d'être contemporain, d'être ici et ça, où on va dire, tu n'es plus dans le bon chemin, change tes affaires, c'est plus à la mode, c'est plus ci, c'est plus ça. Et j'ai toujours continué de défendre des vraies valeurs, les valeurs que moi je défends. Et c'est
c'est incroyable parce que les gens, même aujourd'hui, ont comme un besoin de venir voir mes travaux, mes choses et de parler d'amour, de parler de famille, de parler de musique, de parler des vraies choses de la vie. On s'éloigne tout le temps des vraies choses de la vie. Puis moi, j'essaie toujours de reconnecter. Et puis aujourd'hui, je me marre. Il y a eu une période dans ma vie, je suis un peintre très coloriste, beaucoup de couleurs dans mes œuvres. Écoute, on me chicanait sur le plan des critiques, des analystes de l'art de toutes sortes. On me chicanait en disant « Non, on est dans une période beige, on est dans une période ici, les grands décorateurs, les grands designs. » Et je m'en suis toujours foutu. Et j'ai vu, à travers le temps, même des artistes, bon, je pense que j'ai influencé et qui sont arrivés avec des couleurs tout à fait extraordinaires. Et puis là, on a toujours un beau discours autour. Ah bon, c'est parce que c'est positif, c'est ça. Moi, c'est dans ma nature. Bon, des sacrifices. L'artiste n'est pas toujours très discipliné, alors il faut qu'il fasse des efforts pour se discipliner, avoir une certaine rigueur. Des fois, ça frise le sacrifice, cette rigueur, mais je pense que c'est quelque chose de très important. On vit dans un monde de passion. Il y a quelque chose que je trouve très difficile en art, parce que souvent, j'ai des jeunes artistes qui viennent me voir aujourd'hui, puis ils me demandent carrément qu'est-ce que ça prend pour vivre une vie artistique. Puis je leur dis, bien, ça prend au départ un peu de talent. Il faut avoir certains dons. Il faut aimer le travail, vraiment aimer. Il faut être passionné, mais il faut être surtout, puis ça fait lever souvent les gens, il faut être un peu guerrier. Parce que l'artiste, peu importe l'âge qu'il a, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 30 ans, qu'il ait 50 ans, et qu'il ait, moi aujourd'hui j'ai 65 ans, et qu'il ait 65 ans, il va toujours être critiqué. Toujours. La critique, c'est bon, il y a des gens qui pensent qu'ils font de bonnes ou de mauvaises critiques, mais qui s'y connaissent. Mais la critique, c'est souvent aussi de l'envie, c'est souvent de la jalousie, c'est souvent de la bêtise humaine. Et l'artiste va toujours, à partir du moment où tu décides d'aller devant le public et de présenter ton œuvre, moi j'ai toujours dit, il y a le tiers des gens qui vont t'aimer, il y a le tiers des gens qui t'aimeront pas, puis il y a un autre tiers qui, lui, demande juste à être aimé, à t'aimer. Alors, fais ton boulot. Pour commencer, la création chez moi, c'est quelque chose qui souvent dure, avant de même prendre le pinceau, là, dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois, 1 an. Là, je prépare une exposition, je prépare une série de tableaux, je réfléchis, je vois, je modifie, tu sais, tout ça. Puis on dirait que quand j'arrive dans le processus de la création, ben, j'ai déjà tous les tableaux dessinés. C'est sûr qu'il y a des modifications au fur et à mesure que tu tombes dans la pratique, mais ils sont déjà pratiquement tous dessinés. Moi, j'ai connu Riopelle, je parlais avec Riopelle, puis c'est la même chose. J'ai vu Riopelle dire ça n'a pas de bon sens, il faut que je remette pour le 12 février plusieurs tableaux, et puis on était la veille de Noël, là. Et puis, mais il dit, ah, de toute façon, mon exposition est complètement faite, là. Fait que, et puis là, il partait dans son atelier, puis pendant 2 semaines de temps, il travaillait 24 heures par jour, et puis finalement, ça sortait. Mais ça, chez moi, c'est la même chose. Je m'en vais en atelier tout d'un coup, puis vlan, ça sort, puis c'est comme de la magie, là. Ah, quelle est forme d'art! Moi, j'aime beaucoup de formes d'art, mais en particulier la musique. Je travaille... Je ne peux pas travailler sans la musique. Ça m'inspire, c'est tout à fait extraordinaire. Je fais souvent mes expositions sur des thèmes et les expositions sont montées avec cette musique. C'est comme une victoire pour moi. Je fais un vernissage, je prends soin d'avoir les bonnes musiques. Il y a toujours des musiciens qui m'accompagnent. Et je travaillais avec François Dompierre il y a quelques années, puis
puis François Dompierre m'avait dit, c'est fantastique, il dit, je mets du son à tes images, puis toi, tu mets des images à mon son. Alors, c'est là, ça va ensemble. Moi, je joins tout le temps aussi les artistes à leurs difficultés, leurs problèmes à vivre. Les artistes crèvent de faim au Québec. Je me sens privilégié, j'en remercie le ciel, c'est tout ça. Mais les artistes crèvent de faim. Et ça influence beaucoup le travail souvent qu'ils font. Et puis, on a tendance souvent à faire figurer des choses très, très commerciales parce que c'est des galeries qui influencent puis disent hey, ça se vend. Et je trouve ça triste parce que des fois, j'ai beaucoup d'ennuis. Je m'en visité, j'ai dit, je cherche la création, je cherche l'évolution, je cherche quelque chose de nouveau, j'ai besoin de m'inspirer aussi et c'est plus difficile. Il faut dire aussi que le marché de l'art aussi a énormément de difficultés et les galeries, c'est normal qu'ils pensent vers ce qui se vend, bon, malgré que je trouve ça un petit peu triste. Ensuite, mais par contre, sur le plan contemporain, il y a des choses merveilleuses qui se font. C'est pas mis assez à l'avant. Certains artistes travaillent extrêmement fort. Certains s'expatrient pour arriver à vendre leurs œuvres. À tout moment, on entend un ou l'autre qui est installé à New York dans son atelier, puis tout ça, puis essaye de ce côté-là de réussir. Parce qu'au Québec, ils disent, ils viennent te voir, les galeries, au Québec, il ne se passe rien. Et puis, on a une fausse... Ça, c'est comme dans le domaine de la musique. On parle de la voix, on parle de Star Academy, tu sais, tout ça. On forge des artistes à coups de marketing, de gros argent, tu sais, tout ça. Pendant ce temps-là, il y a des talents tout à fait extraordinaires qui n'arrivent même pas à chanter en salle ou figurer quelque part. On a l'impression, on va dire... ah, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Regardez, ils font des émissions à grand déploiement. Regardez comment les gens ont le talent. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que ces pauvres gens-là ne sont pas capables de vivre de leur art. Et aussitôt qu'ils sont cédés par ces grandes émissions-là, ils retombent dans un gouffre, dans la misère. Mais en art visuel, c'est la même chose. On peut faire une très belle présentation d'une grande exposition d'œuvres, c'est tout ça. J'aimerais bien savoir en arrière de ça combien l'artiste touche. Mais les moments les plus difficiles, c'est souvent l'attitude de la société, des gouvernements, des banques, des grandes entreprises face à l'artiste. Je vais prendre juste dans le moment présent, on parle d'économie, d'austérité, tout ça. Et je sens autour de moi, aujourd'hui je peux parler comme ça, mais je sens autour de moi les artistes abandonnés, même si on fait à croire qu'on est là, qu'on est présent avec des grandes institutions. On va s'occuper du Musée des Beaux-Arts, on va s'occuper du Musée d'art contemporain un peu plus dans le moment, on va s'occuper de grandes organisations, mais l'artiste comme tel, il est abandonné. Je trouve que c'est d'une tristesse. Les artistes, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les arts visuels, vivent très, 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 très pauvrement. Et puis, c'est sûr que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai connu aussi cet abandon de la société. On ne valorise pas nécessairement. Au contraire, on a beaucoup... Oh, c'est un artiste. On a beaucoup de préjugés. Il n'y a pas d'allure, c'est un artiste. Ça doit être un drogué, ça doit être un alcoolique, ça doit être ici. Alors que c'est faux. C'est faux. Les vrais artistes, c'est souvent des gens engagés, des gens qui travaillent, des gens qui sont passionnés, qui essaient de livrer quelque chose qui sont des valeurs pour la société. Et Dieu sait que les valeurs sont galvaudées dans les temps qu'on vit. Alors, à travers des décennies, parce que moi, je peux parler à travers des décennies, on a l'impression d'avoir énormément évolué. Puis, il y a des fois, je trouve qu'on a des reculs qui sont épouvantables. Bien, on vit des époques, hein, les années... moi, j'ai commencé, en fait, en 1968.
On a vu, à 68, on sortait de l'Expo 67. Il y a eu une grande transformation de la vie québécoise incroyable par cette exposition internationale où les gens ont eu vraiment la première approche avec l'art, tous ces pavillons qui étaient de tous les pays. Ils découvraient non seulement la gastronomie, mais aussi la culture en général. Ensuite, il y a eu une époque très prolifique, les années 70. On regarde en musique, on regarde en théâtre, partout, mais c'était un développement mondial. Tout le monde performait, jusque dans les années 90, où là, c'est comme si tout avait été créé. Et on avait tellement poussé que les artistes étaient face à un dilemme. Puis dans le fond, leur dilemme, c'était comment faire pour attirer l'attention, pour qu'on s'intéresse à mon art. Et là, ben, on est tombé dans toutes sortes de folies. C'est tout ce qui pouvait sortir de l'imagination, on le faisait. Et dans le moment, je considère qu'on est dans une période de questionnement. Les artistes se questionnent, ils cherchent comment je pourrais représenter mon époque, comment je pourrais, à un moment donné, dire ce que je ressens à travers d'une époque qui est la consommation à profusion, où l'intérêt est, justement, on parlait de l'informatique, et là-dessus, les gens, où il y a moins d'intérêt à l'achat de l'art comme tel, tu sais, tout ça. Chaque époque est venue s'identifier, et puis l'artiste, il travaille avec ça. Personnellement, je trouve que j'ai du plaisir dans chacune de ces époques-là. Je trouve que j'ai autant de travail à vouloir dire les choses aux gens aujourd'hui que dans les années 60, 70, 80, 90. Aujourd'hui même, je trouve que c'est un défi d'essayer de rencontrer les gens, de communiquer, de parler, de les remettre les deux pieds sur terre. C'est drôle pour un artiste de dire aux gens, on va te mettre les deux pieds sur terre, mais c'est quand même une réalité. Parce que les gens, ils sont à gauche, à droite, ils courent, puis les focusser, les arrêter, là, très dur. Ah, mon Dieu! Bien, dans le moment, je suis en train d'écrire, je trouve ça drôle parce que je travaille avec les éditions Broquet ils sont en train de raconter ma vie à travers d'un livre d'art. Le pauvre livre, justement, un des secteurs de notre société qui est tellement magané, ça n'a pas de bon sens, mais aussi à cause d'Internet, tout ça. Mais c'est important pour moi, faire un très beau livre d'art, et puis on est en train de faire un peu ma biographie. Je vois à ce qu'il reste pas mal de pages blanches à la fin pour que je puisse continuer. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a l'aspect éducatif. Moi, j'ai créé une fondation qui s'appelle Espace Enfants, où j'essaie de redonner aux enfants ou de dire aux gens que les enfants ont le droit de vivre leur espace d'enfance. Et ça se manifeste par de la création auprès des enfants, où je me promène partout à travers le Québec. À date, ça fait au-delà de 55 000 enfants que je fais produire des petites mosaïques et que je crée des grandes fresques murales, des grands mobiles, des grandes sculptures qui sont dans des établissements publics style l'Aéroport de Dorval, Raymond Chabot à son siège social, des grands hôpitaux, des grandes écoles, le quartier des spectacles. Là, il y a dans le moment une grande murale que j'ai faite avec 1509 jeunes de la DPJ. Et c'est une murale d'une ampleur fantastique qui s'intitule « Changer le monde ». Et tous ces jeunes-là travaillent, sont dans leur espace de vie, et je dessine des espaces partout en rappelant aux gens ça, que les enfants ont le droit à leur espace de vie. Ne l'oubliez pas. Avec vos problèmes d'adultes, là, ils ont le droit de vivre leur enfance. Il y a de l'ouvrage.